Et j'ai dit à mon père, j'ai dit, je suis tétraplégique, vous me débranchez. Je ne veux pas vivre comme ça, vous me débranchez. Et je suis parti en hélicoptère, de là les opérations ont commencé. Après toute la journée, dans le truc, on m'a plongé dans le coma, ainsi de suite. Le 5 septembre 2014, j'ai été victime d'une agression par balle qui m'a rendu paraplégique. C'était un matin, c'était particulier parce que je ne sais pas pourquoi, moi vers 5 h du matin, je me suis réveillé, je transpirais, j'avais des angoisses. Et je me lève, je me lave et tout ça, et je pars, je me prépare, mais je ne voulais pas partir de la maison. J'avais un sentiment, j'avais une boule au ventre, je ne voulais pas partir de la maison. Et quand je pars de la maison, moi je me rends à mon travail, je monte dans ma voiture et quand je pars, j'entends des balles un peu partout qui tapent et je capte même pas moi en plus. J'entends des bruits en fait sourds, je capte pas sur le moment, je crois que c'est des pétards. Et j'avance et de là, après il y a trou noir, je me réveille donc du coup sur le bitume et je ne bouge plus en fait. Parce qu'entre temps on m'avait sorti de la voiture, ça va te paraître fou mais il y a un camion. Des éboueurs qui descendent, mais c'était des volontaires, c'est des pompiers. C'est la chance que j'ai parce qu'ils me sauvent en fait, ils me sortent du 4x4 et de là je me réveille mais je sens que je suis paralysé en fait parce que je me touche comme ça et je sens que je ne sens plus le bas de mon corps. Sur le moment, comme si je touchais un peu plus haut, j'arrive plus et je crois que je suis tétraplégique. Je vois mon père arriver et j'ai dit à mon père, j'ai dit je suis tétraplégique, non pas pourquoi, j'ai dit je suis tétraplégique, vous me débranchez. Je ne veux pas vivre comme ça, vous me débranchez. Puis je ne me souvenais plus, c'était trop vague. Et je suis parti en hélicoptère, de là les opérations ont commencé. Après toute la journée, dans le truc, on m'a plongé dans le coma, ainsi de suite. Et en fait, les premiers sons, c'est des impacts dans la voiture parce que je vois toutes les vitres se casser. Et toi, tu n'as rien. Et tu captes pas. Et après, quand tu es touché, tu as les effets blast et ton corps il réagit plus. Tu as juste l'ouïe, l'odorat et tout. Tu vois tout, tu entends tout, tu sens tout mieux que tout le monde, mais tu peux plus rien faire. Je prends des balles un peu partout dans le corps, j'en prends 8 dans le corps. Il n'y en a qu'une qui me fait réellement du mal, elle me tape dans la colonne et elle va se loger dans le poumon droit en fait. Et elle me fait l'effet blast et c'était ça le plus dangereux, c'est ça en fait qu'il y a eu. Ok, je marche plus, mais c'était vraiment le poumon, c'est un organe vital quoi. Et j'avais un pneumothorax, j'arrivais plus à respirer, donc ils m'ont fait un drain sur le lieu. Et après, je suis arrivé à l'annexe de l'hôpital de Sartène. On m'a descendu à Ajaccio. À Ajaccio, je me demande si j'ai pas fait 2 ou 3 arrêts cardiaques dans l'hélico, parce qu'ils étaient obligés de voler super bas, super bas, super bas pour pas que mes poumons éclatent. À Ajaccio, je suis arrivé, on m'a mis sur le billard pour m'opérer la colonne. Et là, j'ai une artère qui pète en fait au moment de l'opération. Il stoppe l'opération du dos et donc du coup, je garde la brûlure, la compression parce qu'à la base, c'est une compression que j'ai. Parce que la balle, elle me tape l'ailette. Tu as vu, tu as des ailettes sur la colonne vertébrale. Elle me tape l'ailette et ça me fait une compression. Donc à la base, je ne veux pas dire que c'est trop rien, mais sur le rapport, les pompiers ils disent que même si je ne sens pas, j'arrive encore à bouger mes pieds. Et je garde cette compression 36 heures. Plus les brûlures, la poudre, enfin tous les trucs, les mauvaises choses de la balle. Il m'opère donc, il stoppe l'opération et je reste 36 heures avec la brûlure qui m'a nécrosé la moelle sur, je sais pas moi, 5 ou 10 cm et qui m'a infecté, qui a pris des trucs et on m'a réparé l'artère. Et le lendemain, on devait me transférer sur Marseille et on m'a transféré, j'étais intransportable en fait parce que mes poumons étaient trop fatigués. On m'a transféré sur Bastia et de là on m'a plongé dans le coma pendant presque 3 semaines. Quand je me réveille, si je me souviens de ce qui s'est passé, c'est très vague, c'est très 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 flou. C'est les bruits, moi. Les bruits, parce que quand je me réveille, je refaisais les bruits. Je faisais pam, 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 comme ça. Je me réveillais, je refaisais les bruits à ceux qui rentraient, je ne comprenais pas. Et j'ai l'impression, en fait, quand tu te réveilles, que tu t'es réveillé il y a 1 minute, en fait. Tu ne captes pas que tu as dormi pendant 3 semaines. Quand j'étais dans le coma, j'ai des rêves de fou du coma. J'ai par rapport à des odeurs de certains amis qui rentraient, j'avais la tension qui montait, je revoyais les choses par rapport à quand on me racontait telle et telle personne était rentrée, je refaisais les rêves et je racontais mes rêves. Tout le long du coma, je me prenais pour un professeur, je voulais révolutionner la maladie, je sais pas, donc tous ces trucs-là, je voulais révolutionner, j'étais dans des amphithéâtres, alors je sais pas ce que je leur racontais, parce que je connais rien, je comprends rien. Mais je me prenais pour un professeur. Mais j'étais en fauteuil roulant en plus. Dans mes rêves, j'étais en fauteuil roulant. Pourquoi moi j'ai été visé? Quand il y a un dommage collatéral, c'est compliqué d'avoir une réponse à tout ça. Pendant longtemps, j'en ai voulu à la personne X, parce que je ne sais pas qui c'est qui m'a fait ça, ou aux personnes X, de dire
Prenez-en, allez vous en prendre aux bonnes personnes, quoi. J'avais 22 ans, qu'est-ce que tu veux venir me faire chier à moi, quoi. Puis après, je sais pas, mon cerveau, je sais pas si c'est mon truc un peu bourrin de la vie. Je suis un mec assez bourrin de me dire, ben, va de l'avant, ne calcule plus rien, laisse tomber, parce que sinon je me rongeais trop le cerveau. C'est pas ma vie, c'était cette vie-là, c'est pas ma vie-là. Je me rongeais trop le cerveau, donc du coup j'ai laissé tomber. Je fais ma vie, je fais ma musique, j'ai ma femme, mes enfants, je calcule plus personne, je calcule plus rien. Moi, mes dates dans la musique, elles étaient annoncées à partir de mars-avril. Donc toutes mes dates elles étaient annoncées. On pouvait savoir pratiquement 2 fois par semaine. C'était à l'époque des lives Facebook. Donc on me voyait, on savait où j'étais. J'avais mon travail, je travaillais au conseil général. Donc j'avais pas une vie de gangster. J'étais pas, ou alors si tous les gangsters étaient comme moi à cette époque-là, je pense qu'il y aurait jamais eu de guerre dans le monde. Que je faisais des conneries, enfin des bêtises de jeunesse, mais j'étais pas un bandit. Et puis après, il s'avère que moi, je porte plainte en partie civile, j'étais obligé. Puis sur les rapports de judiciaire, ben, il m'annonce dommage collatéral, victime, comme quoi on m'a fait du mal voilà, pour toucher d'autres personnes. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai été visé, qui et quoi, mais tu sais, mon dossier, il a été fermé très rapidement. Ils n'ont jamais arrêté de personne, mais je suis content en fait. Je suis très content parce que je passe à autre chose, je veux plus rien entendre parler de personne, de rien. Chacun fait sa vie, je fais la mienne, stop et fin, parce que ça va servir à quoi? C'est autant ils arrêtent des gens qui c'est même pas eux, et autant je m'en fous en fait. Moi je fais ma vie maintenant, je fais autre chose, et je veux plus entendre parler de personne. De mon côté c'est stop, et voilà, chacun sa vie. Et, voilà. Et au réveil du coma, je sais qu'il y a quelque chose, donc ça me surprend pas. Par contre, j'ai le truc pendant 3 jours, je fais que pleurer, voilà, je m'arrête pas. Et puis, j'ai eu un déclic de me dire, bon, maintenant ma vie, elle est comme ça, fonce, vas-y, comme ça. Je suis parti de Bastia, je suis arrivé à la Timone, on m'a fini les soins que j'avais, je suis parti en rééducation à la Bourbonne, à Aubagne. Tous ces lieux-là, moi, c'est des gens, j'ai rencontré des personnes formidables, des médecins formidables, des soignants, que ce soit même de la femme de ménage à l'infirmière, à l'aide-soignante, à tout le monde, extraordinaire. Et de là, j'ai fait toute ma rééducation. Après, j'ai fait ma rééducation de jour. Et cette sensation du réveil, pour revenir à cette sensation du réveil, je l'ai revécue une seule fois. Je l'ai vécue quand en rééducation, il y avait la fête, je ne sais plus ce que c'était comme fête. Ils me disent, ah, tu es chanteur, tu vas prendre la guitare, tu vas monter chanter. Ah, moi, je dis, oui, c'est pas de souci. Et je montais avec ma guitare, impossible de chanter, parce que mes poumons, ils étaient encore éclatés. Et de là, ça a été la descente aux enfers. Et même que j'arrivais pas à comprendre pourquoi je déprimais d'avoir perdu ma voix plutôt que mes jambes. Parce que mes jambes, je les avais oubliées. Mes jambes, c'était fini. J'allais plus jamais remarcher. C'était comme ça, ma vie elle était sur mon fauteuil, j'allais foncer. Mais de plus réussir à chanter, enfin je sais pas, c'était la descente aux enfers. Descente aux enfers. De là, je me suis mis dans ma tête que j'allais retourner chanter. Et je suis sorti de la rééducation. J'ai voulu retourner en Corse, mais l'infrastructure et tout, c'était trop compliqué et tout ça. Quand je suis revenu à Marseille, j'ai des copains qui sont venus me chercher, qui m'ont dit non, tu vas. D'ailleurs, c'est Thomas et je n'oublierai jamais. Qui m'a dit mais tu es fou, toi, viens chanter. Et de là, j'ai recommencé les animations. Même si des fois je faisais n'importe quoi, j'étais à côté de la plaque, mais au moins j'y étais. Et eux, ils étaient contents et mes copains, ils étaient contents. Tout le monde était content. Et j'ai recommencé à chanter. Puis de là, l'aventure elle est repartie. Qu'est-ce qui fuse dans ma tête pendant 3 jours après le réveil? Tu as tout et n'importe quoi. Le truc de haine, l'incompréhension, tu as tout. Et surtout de te dire, putain, je ne vais plus jamais remarcher de ma vie. Et à ce moment-là, en fait, tu vois que je ne vais plus remarcher. Quand tu découvres la paraplégie, c'est pas ne plus remarcher. Parce que dans la paraplégie, si c'était que ça, franchement, la vie, elle serait trop belle. Parce que tu ne remarches plus. Mais c'est tous les soucis qu'il y a de la paraplégie. La paraplégie, il faut savoir que tout ce qui est blessé médulaire au niveau de la colonne vertébrale, c'est une lésion qui ne permet plus à ton cerveau de commander une partie de ton corps. Donc plus tu es haut et moins ton cerveau il commande des choses. Donc quand on te dit de plus commander, tu fais plus pipi comme tout le monde, tu vas plus aux toilettes comme tout le monde, te laver, il faut te transporter, tu as les problèmes de peau, tu as tous ces trucs-là. C'est pas la paraplégie, c'est pas tu ne remarches plus. C'est les gens, il faut qu'ils comprennent ça. Paraplégie ou tétraplégie ou hémiplégie ou tous ces trucs-là au niveau blessé médulaire.
Mais ça, tu le sais pas encore, parce que pour toi, c'est que marcher. Donc, tu ne marches plus, et ben, tu te dis, ah là, c'est fini, je vais plus pouvoir faire ça, je vais plus pouvoir faire ça, je vais plus pouvoir faire ça. Mais ça, le cerveau, il est bien fait, en fait, parce que le cerveau, après, il oublie ces choses-là, tout ce que tu faisais, et tout ce que tu peux faire, et tout ce que tu dois faire, ben, ton cerveau, il se met à 400% sur ces choses-là. Voilà, moi, ça va paraître fou, mais toi, je te dis, demain, on va faire du kayak, tu vas dire, pas qu'on y est après-demain. Moi, demain, tu me dis je vais faire du kayak, je peux faire du kayak. Mon cerveau, il se met à 400% dessus. Je suis plus heureux, je vais pas dormir de la nuit parce que le lendemain, je vais faire du kayak. C'est con, c'est des trucs de la vie, mais qu'avant, je pouvais le faire tous les jours. Et que maintenant, ben, je vais faire du kayak, c'est un bon truc pour moi, quoi. Moi, mon handicap, il m'a fait grandir, il m'a fait récupérer une partie de mon psychologique que j'avais pas avant. J'étais ultra faible, ultra sensible. Debout, j'étais un faiblard, quoi. Rien me mettait en dépression. La personne qui était à côté de moi qui avait du mal, j'ai l'impression que c'était moi qui avais du mal. J'étais très empathique, mais j'étais fragile. J'étais quelqu'un de très, très, très fragile. Je savais pas dire non. Et moi, le handicap, il m'a fait énormément de bien. Il m'a fait grandir. Il m'a fait me blinder psychologiquement. Il m'a fait découvrir la vie, mais réellement. Réellement, il m'a fait découvrir la vie et maintenant, je suis 100 fois plus heureux, moi, maintenant. Et je le dis, je ne dis pas merci et comment il fait ça quand même, je ne suis pas un fou, mais je ne pense pas que j'aurais réagi comme ça, je ne sais pas, parce que je parle dans l'inconnu. Je ne pense pas que j'aurais aussi bien réagi à mon handicap si j'avais eu un accident de voiture que mon agression. Parce que mon agression, elle m'interdit d'être faible. Ça serait le coup de grâce, quoi. Ça serait donner raison à ceux qui m'ont agressé. Moi, mon handicap, maintenant, il fait partie de ma vie. Je m'en fous. Je suis bien avec tout le monde. Je discute. Je fais ma vie. Je fais ma fête. Je fais mon travail. J'ai mes enfants. J'ai ma femme. Donc, il n'y a rien qui a changé. Je me lève le matin. J'ai la chance de travailler avec ma passion. Hein, c'est la musique. Donc, j'ai tous mes projets. J'ai les concerts qui s'installent. J'ai mes singles. J'ai les albums en préparation. Il y a mes enfants. Ils sont petits. J'ai ma femme, je travaille avec ma femme, maintenant on a une société de production. Donc je fais que des choses comme ça. Tu n'as pas le temps de penser, j'ai pas le temps et je m'interdis ce temps en fait. Non, je vis. Moi j'ai eu le truc tu sais quand tu rentres en rééducation, on te donne, je sais pas moi, 6 mois, 8 mois, 10 mois. Ben moi au bout de 4 mois et demi, j'étais dehors. Au bout d'un mois et demi, j'avais déjà mon premier fauteuil. Tout le monde me disait, c'est formidable. Je voulais sortir, je voulais avoir mon fauteuil, je voulais avoir ma vie. Connaître la vie en fait, la vie d'après. Et le regard des gens, moi, il m'a jamais, jamais, jamais embêté. Le regard des gens, il m'a jamais choqué. Après, peut-être que parce que moi, mon handicap aussi, je sais pas si je le... Déjà, il se voit, mais moi, je le vois pas. Je suis comme ça, je vis. Je me rends compte de mon handicap quand je me retrouve devant 10 marches, tu vois. Là, je me dis, ah, ben, je peux pas les monter. Mais je me dis, ben, je vais demander, on va m'aider, tu vois. Il n'y a pas de tabou, il n'y a aucun tabou. J'ai pas eu la sensation du regard des autres, j'ai pas eu la sensation... Je vais dire une phrase assez forte, mais c'est-à-dire que moi, là où je remercie mon handicap, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, celui qui s'assoit à côté de moi, qui veut travailler avec moi, qui veut faire la fête avec moi, qui veut être, qui va être mon ami ou mon amoureuse, n'importe quoi, c'est qu'elle m'aime vraiment. Et c'est fou parce que, en fait, le handicap, psychologiquement, il t'arrive quelque chose, je vais prendre un truc, je vais tomber, c'est rien, c'est la honte, tu sais, tu vas être là. Eh ben, je remonte sur mon fauteuil, 2 secondes après, j'ai oublié. C'est un truc de protection, c'est-à-dire que ton cerveau, tout ce qui est néfaste, il occulte directement la chose, il la met de côté. Alors, est-ce qu'il la met, je ne sais pas, il faudrait un jour que j'en parle avec un psychologue. Est-ce qu'il la met dans une boîte et que la boîte, si elle grossit, elle peut éclater un jour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, pour le moment, elle n'a pas éclaté. Elle aime bien, elle est costaud. Je ne sais pas. Moi, j'ai pas trop vécu, à part ce truc-là, la voix, ouais, moi, ça a été mon plus gros chagrin d'avoir perdu ma voix. J'étais plus triste d'avoir perdu ma voix que mes jambes, moi. Hein. Je voulais rechanter. Ma vie, c'est la musique. J'ai toujours chanté. J'ai toujours baigné avec des musiciens, des chanteurs. C'était pas possible. Il fallait que je chante. Si j'avais perdu ma voix, très sincèrement, je pense que je n'aurais pas vécu ma vie, handicap ou pas handicap. Ça aurait été vraiment ça mon handicap le plus terrible, quoi. Vraiment. Je pense pas, franchement, je pense pas que je l'aurais bien vécu. Je sais pas où est-ce que ça m'aurait mené, mais je pense que dans les bas-fonds très noirs, quoi.
Des séquelles psychologiques, tu en as, tu es obligé. Je m'interdis de me réveiller à 6h du matin, moi. Parce qu'à 6h du matin, c'est à l'heure où il m'est arrivé ça, 6h20 exactement. Je m'interdis. En fait, mais c'est mon mon cerveau. Tout le temps, tu me verras jamais. Ou alors, si je suis réveillé, c'est que je suis en night. Mais sinon, je m'interdis. Moi, j'ai eu le truc qui m'a ultra blindé psychologiquement, qui m'a mis une carapace énorme. Et cette carapace qui s'est brisée bien comme il faut, c'est mes enfants. Et surtout, le deuxième, le garçon. Quand j'ai eu le garçon, moi, qu'il est né, jusqu'à ses 5 mois, j'étais pas bien du tout. Hein. Bon, il n'y a que ma femme qui le savait, mais bon, maintenant tout le monde va le savoir. Mais j'étais pas bien du tout parce que j'ai eu le garçon et je me suis vu en lui et j'ai vu tous les dangers de la vie et surtout la souffrance d'un papa. Donc je me suis mis à la place de mes parents. J'ai fait le chemin en fait. Et ça, ça a été le 5 mois très compliqué. Alors maintenant ça va beaucoup mieux, mais je me suis dit. Alors, je lui en ai jamais voulu, le pauvre, parce que lui, le pauvre, il a rien demandé. Ma femme, elle me voyait, ma tête, tout, t'es agressif. Ce que je me disais, c'était de tout ce que j'avais vécu, toutes les souffrances d'avoir fait souffrir mes parents. Tu vois, parce que moi, je les ai vus, je les vois encore maintenant, aujourd'hui souffrir, mes parents. Donc, tu te dis, le garçon, il était là, je me voyais en lui. Je me disais que je voulais pas souffrir, je voulais pas avoir les mêmes souffrances que mes parents, quoi. Tu découvres le truc de papa, c'est compliqué. Si j'ai un message à faire passer à d'autres personnes qui ont une maladie ou un handicap, c'est d'aller de l'avant, de ne pas regarder, c'est d'aller de l'avant déjà, de bien s'entourer et de jamais montrer. Moi, je m'interdis de montrer mes faiblesses en fait. Je m'interdis de montrer mes faiblesses. Mes faiblesses, ma femme, elle les voit, je ferme la porte, il n'y a plus personne qui voit mes faiblesses. De s'interdire et de montrer qu'on est plus fort que les autres et de faire plein de choses. Je le redis, en France, tu peux faire énormément de choses. Tu es aidé. T'as plein de choses. Déjà, tu peux être bien soigné et de rien s'interdire. Il ne faut rien s'interdire. La vie, elle est courte, elle est beaucoup plus courte. Déjà pour nous, même je parlais des blessés médulaires. L'espérance de vie, c'est pas la même qu'une personne debout. Puis quand tu arrives à partir d'un certain âge, tu es affaibli, il faut profiter. Il faut profiter, qu'ils aillent de l'avant et qu'ils oublient leur handicap. Enfin, qu'ils l'oublient pas, mais qu'ils l'adaptent, qu'ils vivent avec. Quoi dire de mieux qu'aller de l'avant de se blinder et de se trouver... Pour quelqu'un qui a des passions, ça va être beaucoup plus simple. Et quelqu'un qui n'a pas forcément de passion, de se chercher une passion, d'aller sur cette passion-là. Il y a plein de choses. Il y a le sport. Le sport, il fait énormément de bien. Il y a plein de choses. Plein de choses dans la vie. Des trucs qui peuvent être anodins quand tu es valide, mais qui vont ne pas l'être quand tu vas avoir un handicap et qui foncent et qui fassent plein de choses, qui s'interdisent rien. Et j'ai eu ça, après j'ai fréquenté quelques filles et tout ça, et puis après j'ai rencontré Marion, qui est ma femme aujourd'hui, je suis marié, et je l'ai rencontrée en 2016, et depuis après on ne s'est plus lâché. La personne qui se met à côté de toi, il y a ton handicap, mais elle te considère comme tout le monde, moi elle me considère comme tout le monde. Après oui, j'ai mon handicap, elle est passionnée de marche à pied, de montagne et tout ça, elle sait qu'avec moi elle ne peut pas le faire, mais on fait plein d'autres choses. Elle a des amis, elle fait des trucs, elle s'interdit rien. Moi, le code dès le départ, c'était tu t'interdis rien à ta vie. Tu vas pas ne plus faire de randonnée parce que moi, je ne peux plus en faire. Donc, va faire tes randonnées, fais toutes tes choses de ta vie et tout ce qu'on peut faire ensemble, on le fait ensemble. Donc, déjà, ça enlevait un frein, quoi. Mais sinon, non, moi, il n'y a rien qui est... C'est la personne en qui j'ai le plus confiance, quoi. Je suis plus heureux maintenant. C'est compliqué à dire, en fait. Il y a énormément de choses. Tu te dis, moi, ma vie debout, elle est oubliée. J'ai oublié tous ces trucs-là. Tout ça, j'ai oublié. Je vis ma vie, je suis heureux. Donc, il y a un paradoxe qui est énorme. C'est dur ce que je vais dire, mais tu te dis, putain, on m'a agressé, mais quelque part, c'est vrai que ça m'a fait du bien, quoi. Je sais pas, ça va te paraître fou, parce que je vais passer pour un fou là, à dire ça, mais j'ai tiré le bon. Voilà. Il y a des côtés, des phases comme tout le monde. Hein. Des fois, je suis pas bien comme tout le monde. Hein. Je suis pas un super-héros. Hein. Mais des fois, c'est compliqué parce que quand tu es hospitalisé, tu as les infections, le machin, tu perds des kilos du jour au lendemain. Ça, c'est compliqué. Ou même tout, il y a des trucs de la vie, machin, c'est compliqué. Mais tu te lèves le matin, tous les jours, c'est compliqué en fait. Mais tous les jours, c'est compliqué, mais tous les jours, tu vois pas la complication. C'est la vie, quoi. Quand c'est simple, c'est trop beau. Non, tout va bien. Moi, je suis très heureux.